Salut les Smart et les Smart et bienvenue dans Talking Catch, votre nouveau podcast sur les news catch de la semaine dans l'univers de la WWE et quelquefois des autres fédérations. Je suis Hank des Cahiers du Catch et je suis accompagné une nouvelle fois par mon fidèle camarade Ringside. Salut. Voilà, on est là un week-end pour vous servir les meilleures news de la semaine pour cette première émission. Donc du coup, on va en fait analyser ou plutôt discuter des news les plus importantes. Donc et décider à la fin de ces news si c'est smart ou trash, c'est-à-dire si ça nous a plu, si ça nous a déplu, si on trouve ça bête ou intelligent. Enfin bref, on va commencer par la première news de la semaine qui est en fait un best-of de news puisque nous allons parler du couple le plus turbulent du monde du catch, Alberto Del Rio et Paige. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc on va avoir un petit peu de news de cette semaine et de la semaine dernière là-dedans. Donc lors d'un show de la WWC dimanche 16 octobre, le World Wrestling Council à Porto Rico, à la fin du match Del Rio-Carlito, eh bien Paige s'est glissé dans le ring et a proposé Monsieur Del Rio en mariage. Eh oui. Donc le public a crié si, bien sûr Monsieur Del Rio n'a pas pu refuser, qui refuserait en même temps. Et donc ça c'était un peu la conclusion de plusieurs semaines de tracas puisque Paige a été suspendu pendant 2 mois de la WWE pour usage de substances illégales. Donc c'était pas un médicament, ça a été confirmé. Elle avait aussi violé la wellness policy, donc du coup la charte médicale de la WWE en août 2016, donc avec 30 jours de suspension, et elle vient de se faire opérer des cervicales à Tampa en Floride. Del Rio, quant à lui, a été aussi, il y a je crois 2 semaines, poignardé plusieurs fois à San Antonio, juste avant un show qu'il devait faire pour la fédération mexicaine AAA. Voilà, donc plutôt chargé l'actualité pour ces deux-là. Et puis ma question c'est après tous ces déboires, est-ce que on est à la fin de la carrière de Paige à la WWE, du moins pour le moment. Qu'est-ce que t'en penses, Ringside? Est-ce qu'ils vont en avoir marre au bout d'un moment de toutes ces conneries? Ouais, je pense que pour elle, c'est terminé, je pense, à la WWE, parce que elle est blessée là depuis un certain temps. Elle se fait toper une fois pour la wellness policy. Donc déjà ça c'est pas top, mais se faire toper une deuxième fois alors qu'en plus elle est en convalescence, ça ressemble à un petit peu d'acharnement pour la faire quitter la fédération, je pense. Maintenant voilà, si elle veut rattraper le coup, il va falloir qu'elle fasse autre chose que se pointer au Mexique pour demander en mariage Alberto Del Rio. Porto Rico, pardon. Non, je pense que c'est mal barré pour elle, franchement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Paige, je sais que c'est une des plus populaires parmi les fans, mais je crois que pour elle, c'est râpé, malgré tout le talent qu'elle peut avoir dans le ring, malgré tout le charisme qu'elle a, là, c'est pas comme ça qu'on reste dans les petits papiers de la WWE. Ouais, Porto Rico, Shining Star of the Caribbean. Je mélange tout, moi, ils se ressemblent tous. Mais le premier dérapage de l'émission. Mais donc ouais, écoute moi, je me dis, elle ferait bien oui de faire un petit tour dans les fédérations indé. De toute façon, là. C'est pas le bon moment pour qu'elle revienne, après toutes ces histoires, il faut que ça passe et puis on sait bien qu'avec la WWE, c'est jamais fini du moment qu'on a du charisme et qu'on a marqué le public, il y a toujours un moment où on peut revenir. Elle est très jeune, j'ai pas noté son âge, mais elle est encore, je pense qu'elle a quelque chose comme 25 ans même. Ouais, je crois que c'est pas plus que ça, 26 grand max. Ouais, voilà. Donc elle a largement le temps parce que justement, on va voir dans les prochaines news que jusqu'à 50 ans et plus, vous pouvez revenir à la WWE. C'est ça. Donc voilà, et puis une petite news bonus, Monsieur El Patron Del Rio va aussi revenir à la MMA, mais pas en tant que combattant, il va devenir président de Combate Americas, une fédération d'Ultimate Fighting orientée vers les athlètes hispaniques.
qui a un premier show à New York dans les semaines prochaines. Donc voilà, il a dit que c'était son job principal, mais qu'il continuera à faire du catch et qu'il croit qu'il a 2 ans encore de catch en lui jusqu'à sa retraite. Donc voilà. Et pour finir, donc du coup, question smart ou trash, partir de la WWE pour Paige, est-ce que c'est smart ou est-ce que c'est trash? Elle devrait continuer parce qu'elle a encore une place à jouer en ce moment. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est plutôt trash parce que au final là pour l'instant elle bénéficie de la couverture médicale. Si elle se fait virer alors qu'elle est encore blessée, ça va être super difficile pour elle de pouvoir enchaîner. En plus apparemment elle s'embrouille avec sa famille qui est promoteur de catch en Angleterre. Maintenant ouais, moi je classerais ça plutôt dans le trash. Del Rio de son côté, il a l'air d'avoir un peu plus la tête sur les épaules. Il a l'intelligence de pas aller à la TNA, il se diversifie là où ça fonctionne. Se lancer son truc de MMA, ça me paraît plus intelligent. Mais pour Paige, pour ce qui est de Paige, de toute façon, c'est là, il est en train de gâcher sa carrière quelque part. Donc c'est total trash pour moi. D'accord, les deux décisions sont trash. Moi, j'aurais dit, bah du coup, je l'ai dit tout à l'heure, ce serait plutôt smart de partir maintenant et surtout de partir de façon, enfin, si on peut dire clean, dans le sens où avant de faire encore, je sais pas, un run où on la voit pendant 2 semaines et qu'elle se refasse choper pour je sais pas quoi. Qu'elle aille autre part et puis qu'elle apprenne un peu, j'allais dire qu'elle apprenne un peu la vie, qu'elle se rende un peu compte, voilà, de l'importance de son boulot. Je sais pas si Del Rio peut lui apprendre, mais donc du coup voilà. Et Del Rio, oui, j'ai oublié de dire aussi en interview, Del Rio en parlant de la suspension là pour la drogue douce sûrement, enfin bref, la dernière suspension qu'elle a eue. Il disait que voilà, la WWE ils choisissent bien les personnes qui vont contrôler et bref, il a trouvé ça bien sûr injuste, c'est normal. On va passer à la seconde news de la semaine. Et cette news est aussi conséquente puisque nous parlons du bateau qui n'en finit pas de couler. J'ai nommé la TNA. Ah, c'est pas bien de se moquer. Donc là-bas, oui, bah, en plus, bon, on n'est pas les plus grands suiveurs de la TNA, mais quand même, limite, tout ce qui entoure la TNA depuis, je dirais, 2 ans est plus intéressant que ce qui s'y passe à l'intérieur. Enfin, dans les shows. Donc la TNA, Total Impact Wrestling, qui ces dernières semaines, donc du coup, a été au centre d'une affaire, un procès qui a été lancé, enfin poursuite judiciaire qui a été lancée par Billy Corgan, qui est désormais en charge de la compagnie. Alors bon, justement, son rôle est un petit peu flou parce que soi-disant en interview il disait que maintenant il était en charge vraiment de toutes les décisions, que ça soit au niveau du marketing, au niveau du booking, etc. C'était un peu le nouveau voilà, Dixie Carter, ou plutôt le nouveau Vince McMahon, parce que Dixie Carter, enfin bref. Et donc il a lancé une action en justice contre TNA et Dixie Carter et certains des responsables à la cour du Tennessee début octobre. Et on apprend donc du coup cette semaine un peu plus de détails, et parmi les raisons de son action, il y a le fait que d'après lui la TNA serait insolvable et qu'on lui aurait donc menti sur le montant des dettes de la société, sachant que Corgan a prêté de l'argent à la TNA, donc en même temps ça le concerne directement. On apprend aussi que cette procédure judiciaire stipule que, enfin, les documents stipulent aucune des deux parties n'aura le droit de vendre la TNA ou les droits de diffusion de sa vidéothèque pendant la procédure. Et enfin, aucune décision relevant de la compagnie ne peut être prise sans l'aval de Billy Corgan, comme des deals avec des partenaires, etc. Toujours pendant cette procédure. Alors, doit-on tuer la TNA maintenant pour reconstruire ou reconstruire ou faire ou faire autre chose? Ou alors Corgan a-t-il une chance de sortir la fédération de ce merdier en se débarrassant finalement des dirigeants qui l'ont pourri pendant plusieurs années? Est-ce que tu penses qu'il y a un espoir, toi?
Alors, il y a eu de l'évolution, si tu veux, au niveau de ce procès-là. C'est-à-dire que, quand que je dise pas de bêtises, c'est The Fight Network, qui est une société parente de la TNA, via la société Anthem, parce qu'il y a encore une société parallèle encore dans l'histoire. Ils ont remboursé Billy Corgan. Ce qui a fait tomber la procédure là qu'il a lancée lui. Donc là, à l'heure actuelle où on se parle, Billy Corgan, il est sorti de l'histoire. Il est quand même sorti. Ah ouais, bah, voilà. autant pour moi. Alors, c'est pas dit qu'il en reste là parce que d'après ce qui se dit, Billy Corgan, c'est quand même un mec qui est assez en affaires, qui est assez méchant et quand il veut quelque chose, il est capable de l'obtenir. Donc il se peut qu'on réentende parler de lui là dans les semaines qui viennent. Mais là, à l'heure actuelle, c'est à nouveau Dixie Carter qui est aux commandes. C'est le The Fight Network qui a remboursé donc Billy Corgan. Les dettes de la TNA sont toujours là envers l'autre boîte des frères Harris qui s'appelle Arolux, qui avait financé les enregistrements l'année dernière, notamment au niveau du Bound for Glory. Donc si tu veux, pour ce qui est que Billy Corgan sauve la TNA, là c'est mal barré. Là ils sont repartis dans les mêmes travers que ce qui pollue la fédération depuis que Dixie Carter est aux commandes, quoi. Hein. Alors je tiens à préciser quand même que cette affaire, il y a genre une news toutes les 24 heures et donc oui, je me suis fait avoir parmi les 3 news que j'ai regardées, bah il y avait pas encore cette histoire donc du coup. Mais alors ça veut dire que Corgan est sorti genre totalement, genre il a abandonné le navire. Ouais, voilà, il abandonne du moins les poursuites. Normalement on devrait plus le voir à la télé parce qu'il a quitté le truc. Au final, de ce que je comprends, c'est un peu Dixie Carter, c'est un peu une arnaqueuse, quoi. Hein. Elle a fait financer ses enregistrements l'année dernière par Arolux, par les frères Harris. Là, elle a pris le pognon de Billy Corgan qui lui pensait au final acheter la compagnie. Hein. Il pensait qu'en finançant les enregistrements, il allait pouvoir à terme récupérer le contrôle de la compagnie parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir sa compagnie de catch. Et Dixie Carter, apparemment, elle prend le pognon et puis voilà. Après, elle retravaille en sous-main avec le The Fight Network là. Mais tout ça, c'est pas clair. Il y a des sociétés écrans entre. Mais je pense qu'en fait, là, on est sur une arnaqueuse de première. Qui au final veut conserver son petit spot au niveau de la télévision, mais la société en elle-même, elle vaut plus rien, la TNA. Il y a une dette de plus de 3 millions de dollars. Le spot TV qu'ils ont à Pop TV, il leur apporte rien du tout parce que par rapport au financement, c'est eux qui doivent financer toute la production. Ils sont obligés de se partager les frais de publicité, donc même le spot TV vaut pas grand-chose. Donc je vois mal quelqu'un investir dedans, à part via un montage financier bidon comme ils sont en train de faire via The Fight Network. Je comprends pas en fait. Je comprends vraiment pas la logique parce que si tu ramènes quelqu'un pour ajouter aux dettes de soit de ta compagnie ou bref de tes partenaires ou un truc comme ça, ça fait avancer rien en fait. Enfin, je veux dire, autant alors elle pourrait vendre la compagnie, voilà, et puis se faire de l'argent. Mais apparemment, c'est juste une passion pour perdre de l'argent ça ressemble à ça. Hein. C'est une héritière, hein. Mais le papa il a coupé les fonds. Donc maintenant elle est obligée de se débrouiller seule et apparemment ce qu'elle connaît du business c'est de faire venir des financiers mais elle veut pas parce que si elle vend à Billy Corgan, elle est obligée de quitter le navire. Hein, lui, il veut la dégager, mais elle, apparemment, elle veut pas partir, elle veut garder son truc. Donc, à partir de là, ça reste des histoires de financement, de business, et ça entache pas ce qu'il y a à l'écran finalement, parce que voilà, ça donne toujours du boulot à ceux qui sont sur place. Hein, et tu peux monter un show de télé, même si personne ne le regarde, c'est pas grave. Elle pouvait très bien rester présidente et laisser toutes les décisions à Corgan. Enfin, je veux dire, il y a plein de Non, il voulait la faire partir. Elle est néfaste dans l'histoire. Hein, donc si Billy Corgan rachetait, il la faisait dégager parce qu'elle a fait des trucs. Il y a aussi l'histoire de Vince Russo dans l'histoire. Hein, quand ils ont perdu Spike TV, c'est en partie parce qu'elle a engagé en cachette Vince Russo. Spike TV voulait pas de Vince Russo parce qu'il avait déjà tenté la WCW, etc.
Elle l'a engagé en sous-main. C'est toute une histoire où Vince Russo bossait en cachette. Il fallait pas le dire. Ouais, ils l'ont remplacé. Et voilà. Ils l'ont remplacé pour faire plaisir. Du coup, ouais, je sais plus à l'époque si c'était Spike TV, mais ouais, il y avait une histoire, enfin j'allais dire pas forcément de gens qui s'entendent pas, mais ouais, de pression, Ah bah personne veut de Vince Russo dans la boîte à part Dixie Carter. Ouais. Donc elle l'a engagé en sous-main et parce que bizarrement enfin quand on regarde la TNA aujourd'hui, il y a des trucs qui sont aussi n'importe quoi et absurdes que qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à l'époque de Russo. Ouais, parce que Vince Russo, d'après ce que j'ai compris, il y a une shoot interview de Jim Cornette qui est très intéressante là-dessus. Il raconte son expérience à la TNA. Hein, c'est un truc assez long, ça se trouve sur YouTube. Il est interviewé par Matt Striker. Où il explique les 3 ans qu'il a passé à la TNA. En fait, Vince Russo travaille en sous-main, il fait juste le scénario. Et après, c'est toute l'équipe technique de la TNA, dont Jim Cornette et d'autres, qui s'occupaient de gérer les matchs. Et souvent, le booking des matchs, les catcheurs voulaient pas faire ce que Vince Russo demandait, parce que Vince Russo, si tu le laisses écrire, il raconte il écrit n'importe quoi. Donc, c'était un travail il fallait le gérer avec les catcheurs, et puis pour que ça puisse passer à la télé. Après, dans des délais très courts. Donc c'est pour ça que c'était très bordélique. Et puis là, je pense qu'à l'heure actuelle, ils doivent être en roue libre ou pas mal. Donc ils laissent les hardis faire ce qu'ils veulent. Il y a des mecs qui sont quand même professionnels, qui sont rodés, donc ils arrivent à monter un show grosso modo sans trop de problème. Puis là sur les dernières semaines, comme il y avait quand même Billy Corgan, je pense qu'il était quand même aux commandes au final. Donc on a bien senti qu'il y avait une ligne directrice derrière qui aurait été sympa s'ils avaient continué là-dessus. Mais du coup, ça va tomber à l'eau puisqu'on le verra plus Billy Corgan. Donc là, je pense que là c'est enregistré à peu près jusqu'à la fin de l'année, je crois. Et puis après, on verra bien sur l'année prochaine ce qui se passe, quoi. Mais bon alors, du coup, j'allais dire smart ou trash, c'est difficile de dire smart sur quoi que ce soit en fait dans cette news. Voilà, on est dans du trash à fond, hein, j'ai envie de dire. C'est voilà, on va tomber d'accord sur à peu près tout, virer Corgan, garder la TNA avec Dixie Carter, tout ça c'est trash. Troisième news un peu plus réjouissante, puisque ce jeudi 20 octobre, AJ Styles a retweeté sur Twitter donc une fausse affiche d'un Dream Match AJ Styles contre Shawn Michaels au Royal Rumble 2017 qui se passe à San Antonio, Texas, donc la ville du Heartbreak Kid. Les spéculations vont bon train à droite à gauche et on sait pas encore est-ce que c'est une tentative de Styles de convaincre la WWE et HBK un peu donner un petit coup de coude genre est-ce que ça vous dit tout ça, ou alors est-ce que c'est juste un buzz gratuit et innocent. Donc et ma question c'est après Goldberg donc qu'on a vu cette semaine à Raw annoncer son match contre Lesnar, donc Goldberg à 49 ans qui sera au Survivor Series de Toronto le 20 novembre. Est-ce qu'on peut demander encore à une vieille légende de se sacrifier pour la cause WWE voilà. Est-ce que c'est encore raisonnable de demander à HBK à 51 ans de revenir sur le ring? Ouais, alors s'il y a bien un mec qui pourrait encore sortir un bon match, je pense que c'est HBK, mais je pense qu'ils doivent pas le faire, quoi. Il a pour la carrière de Shawn Michaels, il a eu la meilleure sortie, moi je trouve, de tout, même mieux que Ric Flair. Puis il a eu la carrière la plus, je sais pas, la plus réussie, j'ai envie de dire. Hein. Il part, il est encore au sommet quelque part. Pour sa carrière à lui, c'est vraiment pas bien de le faire revenir. Pour le reste, moi je suis sûr qu'il est capable de sortir encore un bon match, sûrement mieux que Goldberg. Ou que Lesnar même. Après voilà, bon, moi je répète ça souvent, mais c'est encore le fait que la WWE là, elle arrive pas à nous sortir des méga stars capables de faire du buzz parmi les rookies, enfin les rookies entre guillemets, quoi. Donc on en est à aller rechercher Shawn Michaels. Pour moi, ça c'est plutôt trash au final. Ouais.
Ah ouais, mais j'avais une note. Ouais, donc du coup, la question c'était, ça faire revenir HBK et Smart ou Trash. Mais moi je serais intéressé parce que bon, j'étais pas vraiment là pendant l'heure de gloire de Shawn Michaels. Mais après, tout dépend aussi en fait, l'embêtant c'est qu'AJ Styles, je pense pas il en est, du moins dans sa carrière WWE, il en est pas à ce stade-là, et je trouverais ça un petit peu déplacé de construire ça. Par exemple, Brock Lesnar, Goldberg, on comprend parce que les deux ont vraiment une grosse carrière à la WWE. Mais AJ Styles, ça fait 1 an et demi qu'il est là, quoi. Donc après AJ Styles est pas tout jeune non plus, donc il y a ça C'est qui joue. ça. Parce qu'en fait, ils auraient pu faire le match il y a 5 ans, hein. AJ Styles, il était là, Shawn Michaels, il était là. Je crois que ça fait pas 5 ans qu'il est à la retraite, Michael. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, quand Shawn Michaels était en place, ils auraient pu faire un match contre AJ Styles s'ils avaient engagé AJ Styles en temps et en heure, quoi, hein, plutôt que d'attendre qu'il ait 40 ans. C'est vraiment une affiche qu'on aurait pu avoir à une époque. Hein. Maintenant, voilà, ils sont encore trop tard sur ce coup-là, comme souvent au niveau de la WWE. Hein. Et bah on va passer à la 4e news de la semaine. On va super vite. Un nouveau retour cette fois-ci, c'est la WWE qui a choisi de ramener Mickie James. Donc Mickie James qui a quand même 37 ans. Donc du coup c'est pas encore, on n'est pas encore dans la zone rouge, mais ancienne donc Women's Champion et Divas Champion de la WWE et Knockout Champion à la TNA. Donc elle fera son grand retour à la WWE après 6 ans d'absence, mais cette fois à NXT, puisqu'elle sera contre Asuka, à NXT Takeover Toronto, donc le 19 novembre prochain. Et ma question c'est alors entre Peyton Royce, alors je sais pas si tu suis en ce moment NXT ou du moins les derniers mois, mais donc le roster c'est environ Peyton Royce, Billie Kay, Nikki Cross, donc la nouvelle arrivée dans la tag team Sanity, et Ember Moon. Je mets de côté, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui s'habille façon hip-hop là, Liv Morgan. Liv Morgan, voilà, parce que bon, elle s'est pris un squash match contre Asuka. Mais entre toutes ces superstars, est-ce qu'on avait vraiment besoin de Mickie James pour briser le streak d'Asuka qui est donc championne depuis avril, plus de 200 jours, et je rappelle que le record c'est Paige 308 jours. Mais est-ce que finalement c'est une bonne idée de ramener une légende comme ça au milieu d'une division qui est censée être quand même si elle a pris une grande ampleur, une division de développement? Ouais, bah le problème c'est que t'as celles qui sont, on va dire dans la mid-card là, de la division femmes en entier en fait. Au final, elles sont encore un peu green pour aller faire un takeover. J'ai l'impression, du moins au niveau où ils veulent placer un takeover maintenant, quoi. Il faut quand même qu'il y a quand même un standing à respecter. Et donc celles qui se battent, à part Ember Moon, à mon avis, Ember Moon, elle aurait pu faire, s'ils avaient capitalisé sur elle, elle aurait pu être au niveau. Maintenant Mickie James effectivement la faire revenir moi ça m'emballe pas plus que ça. Ouais, je suis pas honnêtement je suis pas sûr que c'est que c'est une bonne idée tout ça, mais à voir. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ils ont fait arriver Ember Moon avec une belle entrée en pay-per-view, donc c'était Takeover je sais plus, c'était C'était pas le deuxième là, Takeover Brooklyn 2, c'est ça? Ah voilà, ouais. Ouais, de ça. Et donc ouais, ils lui ont fait une belle entrée. Elle a fait des bons matchs en weekly, même si on l'a pas vu énormément, je trouve, on l'a pas assez vu. Mais donc voilà, il y avait vraiment un truc tout désigné parce que c'est la seule qui a une carrure semblable à Asuka, hein, dans le roster. Donc voilà, on avait un truc tout fait, enfin plutôt logique quoi.
Et là, je sais pas, ils ont pas voulu la pusher. En plus, j'ai regardé les derniers NXT, ils mettent en avant maintenant Peyton Royce et Billie Kay en sorte de, j'allais dire, de duo heel australien qui marche pas parce qu'elles sont très mauvaises au micro. Euh, et Ouais, voilà, c'est pas fameux, hein, on va dire. Ça ressemble aux vieux trucs qu'ils faisaient à l'époque, quoi. Ouais, derrière on a quoi la seule que j'ai pas citée, c'est Alia, qui est une catastrophe. Je sais plus son vrai nom, mais vous l'avez vu dans Breaking Ground, qui était donc du coup à deux doigts de devenir intervieweuse pour la WWE, et finalement elle veut vraiment devenir catcheuse. On sait pas pourquoi. Mais donc c'est vrai que c'est quand même un peu le désert, à part Ember Moon. Le truc qui m'embête, c'est savoir si Mickie James revient justement en mode vétéran pour faire un peu en bouche-trou pour faire ce match et perdre et donc du coup repartir, ou est-ce que alors je me suis pas renseigné sur son contrat, est-ce que ils vont vraiment la réembaucher, puis l'embêtant c'est que on arrive à une situation où du coup les top stars de NXT finalement c'est des vétérans, quoi. Alors qu'on est dans la fédération des rookies, Mickie James, enfin Asuka, c'est une vétéran. Elle est pas toute jeune non plus. Donc c'est dommage de pas mettre en valeur. C'est un peu le contraire finalement de l'époque Bayley, Banks, Charlotte qui étaient toutes des jeunes catcheuses qui avaient bon, à part Bayley avait plus d'expérience, mais sinon elles avaient toutes quelque chose comme 3 ans, 4 ans maximum. Ouais, bah maximum, ouais. Mais c'est un peu aussi le problème que tu retrouves chez les mecs de toute façon à NXT, hein, avec des mecs comme Bobby Roode, Austin Harris et Eric Young qui vient de débarquer. Ça c'est pas des rookies, hein. Même Shinsuke Nakamura, le champion, voilà, c'est pas du tout un rookie, hein. Samoa Joe c'est pareil, hein. Moi j'ai même l'impression que t'as plus de rookies à SmackDown qu'à NXT à l'heure actuelle. Ça c'est un problème de NXT. Alors bon, ça donne des super takeovers, hein, parce que du coup il y a beaucoup de talent, mais après sur le principe de la fédération de développement, on est un petit peu loin du principe de base. Et ça peut être néfaste à terme. Bah on le voit là, hein, du coup on a une division féminine qui est un peu exsangue. Après si ils ont pas pêché Ember Moon direct, c'est peut-être aussi pour garder un peu de au niveau des vestiaires, pas casser le moral de toutes les filles qui sont là à s'entraîner depuis un moment au centre d'entraînement là, au Performance Center. Parce que si elles se font griller la priorité par toutes les nouvelles qui arrivent un peu du circuit indie, ça doit casser un peu le moral. Donc on leur donne un peu de temps de télé et puis c'est pas mal, et on peut toujours en sortir une du lot si on voit que ça fonctionne. Voilà, je pense que c'est un peu ça aussi qui joue, même si au final c'est au takeover ce sera Mickie James, quoi. Mais après Mickie James, je pense pas du tout qu'elle va gagner, et peut-être qu'on la reverra faire 2-3 apparitions à NXT. Voilà, à la manière de Rhino ou je sais plus quel catcheur, Brian Kendrick par exemple. Mais pas beaucoup plus que ça à mon avis. Ouais, et en retour aussi cette semaine, enfin retour, pas du tout retour, mais plutôt vétéran qui arrive à NXT, on a eu aussi le partenaire surprise de Austin Harris pour je te trouve plus le nom du tag team de Dusty Rhodes. De Dusty Rhodes, voilà. Oui, le Dusty Rhodes classique. C'était Roderick Strong de Ring of Honor. Alors j'ai pas vu le match encore, mais Roderick Strong, hein, c'est pas facile à dire. C'est un très 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 bon catcheur aussi, hein, donc ça oui, mais là aussi on est loin d'être sur un rookie. Voilà, hein, j'ai regardé, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu mon clavier, parce que je voulais vérifier. Il y a 33 ans quand même Roderick Strong, donc c'est pas. Ouais. Moi j'avais même des doutes qui catch en fait, hein, quand ils l'ont embauché, je me suis dit peut-être trop ils vont juste le prendre comme entraîneur. Mais alors voilà, si on peut le voir faire un petit run à la WWE, c'est pas plus mal, parce qu'il a il a vraiment beaucoup de talent, quoi. Mais alors voilà, du coup pareil, un passage à une
Ils ont gagné, bah oui. Enfin, Austin Harris et Roderick Strong, ouais, bah ils peuvent même gagner le tournoi, hein. Mais voilà. Après les laisser à NXT, moi ça me pose problème. Hein. Tous ces gars-là, ça commence à m'énerver un peu de les voir traîner là, alors qu'ils pourraient être dans le roster principal et puis nous proposer des shows plus explosifs qu'on a en ce moment, surtout à Monday Night Raw, enfin même à SmackDown quand on regarde les dernières émissions. Voilà, quand on voit ce qu'il y a dans le main event de SmackDown, on se dit que ce serait pas mal s'ils avaient fait monter un peu ces superstars qui sont là, qui ont pas besoin de traîner à NXT, hein, ils ont pas besoin de formation, c'est voilà. Bah, là pour le coup, c'est surtout sur Austin Harris, quand on le regarde en promo, on voit que le gars il maîtrise vraiment tellement bien que ça soit la comédie ou l'agressivité, etc. Et je me dis que c'est vraiment un gars qui pourra apprendre pas mal de choses dans le roster principal à certains. Ouais, carrément. Et voilà, et c'est pas forcément quelque chose qui est si important que ça, le skill de promo à NXT, parce que ils font des interviews assez courtes. Bon, généralement le champion doit taper ses 5 minutes au milieu du ring de temps en temps pour monter la rivalité principale, mais sinon quand même c'est c'est assez limité. Je pense que ouais, Austin Harris vraiment ferait du bien je pense surtout à Raw, pour un peu donner des conseils j'allais dire Apollo Crews. Apollo Crews est à Raw, non? Il a SmackDown. Ah non, il y a SmackDown. Mais t'en as pas mal qui auraient besoin de conseils à Raw. Ouais, non, c'est Neville, voilà, Neville ou d'autres voilà qui stagnent. Tu peux renvoyer des mecs comme les Shining Stars ou je sais pas, bon Marc Henry peut-être pas, mais des mecs comme ça qui traînent dans la mid-card depuis un moment, tu peux les renvoyer à NXT, hein, pour faire le boulot des cadres et entraîner les jeunes. Et puis voilà, parce que par exemple là récemment t'as Hideo Itami qui s'est blessé à nouveau parce qu'il était dans un match contre un rookie. Voilà, du coup Hideo Itami, ça se trouve on le verra jamais dans le roster principal, quoi. C'est quand même dommageable, quoi, hein, parce que lui aussi il a pas vraiment besoin de traîner à NXT, hein. Ouais. Je crois qu'il a quand même sorti une petite update disant que il était pas encore sûr d'être là à Toronto, mais en clair, enfin, ce qu'il disait c'est que c'était pas, je pense que ça sous-entend que c'est pas une blessure grave du type 6 mois loin du catch. Ouais. Il s'est pété 2 vertèbres, mais c'est pas trop grave. Ils ont une vision des choses aussi. Là, il est sur la sellette, donc je pense qu'il dit ouais, tout va bien. Mais ça va lui laisser des séquelles, c'est clair et net. Hein. Sur une blessure comme ça, tu t'en remets jamais à 100%. Ah là là, on le condamne déjà. Mais il a pas de peau quand même, parce que pendant son absence, il y a eu Shinsuke, donc du coup maintenant le public a son chouchou asiatique et du coup il prend un peu il faut qu'il trouve quelque chose d'un peu plus je sais pas comment dire, un peu plus personnel au niveau au moins de son gimmick, hein. Je parle même pas du fait de se rétablir, mais voilà. La cinquième et dernière news de la semaine, qui est en fait une espèce de, enfin je vais vous raconter, mais c'est quelque chose qui a été pris comme une news et qui pour moi est peut-être pas si certain que ça. C'est Mick Foley sur Facebook qui a dit dans un long post que Sasha Banks contre Charlotte à Hell in a Cell, qui sera donc le dimanche 23 octobre, le premier match donc du coup en cage, de match de femmes en cage à la WWE, sera un main event. Donc tout le monde a interprété ça comme le main event qui va conclure la soirée, mais dans son post il dit the match will main event. Donc le verbe main eventer, comme on dit. Donc on sait aussi que la WWE des moments parle de main event pour plusieurs matchs, hein, dans un pay-per-view. Ma question c'est plus, a-t-on choisi la bonne rivalité et le bon moment pour faire ce moment historique, et est-ce que la storyline mérite vraiment un match en cage comme ça en main event?
Bah quelque part oui, hein, depuis le temps qu'elles se foutent sur la gueule. Elles ont envie de faire l'histoire, hein. Ça, elles l'ont répété. Je pense que c'est quelque chose qui est, on l'a vu à Breaking Ground, hein, qui est quand même un peu leur objectif. Donc à mon avis, elles ont vraiment envie de faire l'histoire. Maintenant, est-ce que c'est judicieux de les faire se battre dans une cage? Ça donne pas forcément des matchs extraordinaires non plus, les Hell in a Cell. Moi j'ai peur de la blessure d'une des deux, quoi. C'est un peu juste pour avoir un petit peu de spectacle, que ce soit un peu plus spectaculaire qu'à l'accoutumée, et puis soi-disant historique. Je pense que c'est prendre beaucoup de risques. Mais bah, au moins il y aura pas de moonsault à l'extérieur du ring. Va savoir ce qu'elles ont dans la tête, parce que c'est pas tant que ce soit des filles qui me posent problème. Un moonsault du haut de la cage. Sacha Banks, elle aime bien faire des trucs suicidaires, donc ouais, moi je serais pas étonné de les voir monter en haut et puis d'aller se jeter sur les tables des commentateurs, hein, mais oh non. faut qu'elles apprennent à se réceptionner d'abord. Voilà, voilà, on est hypé, mais je garde à l'esprit qu'il y a peut-être ça peut peut-être mal se terminer toute cette histoire du coup, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt spécialistes. Du moins Banks est spécialiste pour ce truc. Enfin, c'est à moitié de la faute de Banks avec ses spots suicidaires, et aussi Charlotte qui de temps en temps est un petit peu maladroite. ouais, c'est vrai, il y a un peu des deux, hein. Il y a maladroite d'un côté, suicidaire de l'autre. Voilà. Bon, on verra, hein. Après, suspense. C'est comme ça, hein, quand vous avez des jambes qui font 2 fois la taille de votre de votre adversaire. Donc voilà, et puis voilà, du coup j'arrête pas de dire voilà, smart ou trash, donc du coup cette idée de match en cage, moi je dirais entre les deux. Je dirais là ça peut être smart. Moi la storyline, heureusement que elle a qui a eu ces promos pas terribles et cette espèce de stagnation en mode on adore la WWE, on va faire l'histoire, etc. Et du coup on oublie vraiment la haine entre les deux. Enfin depuis quelques semaines, c'est très auto célébration. Hein, on a l'impression que c'est la WWE qui leur dit n'oubliez pas de dire que voilà, c'est un moment historique, que la WWE, enfin voilà, c'est un petit peu du cirpon. On sent que c'est écrit, hein, quand elle lâche l'info, comme quoi ça va être historique. C'est le truc qu'ils veulent répéter, hein. Mais bon, à part ça, on peut attendre aussi un grand match. Mais il peut tout se passer. Est-ce que le match peut devenir pourri à la moitié parce qu'il y en a une des deux qui est blessée, quoi. Donc c'est ça. Pas que ce soit trop long, quoi. Mais bon, on verra bien, hein. Et c'est tout pour cette semaine de Talking Catch. C'était les news principales de la semaine. Est-ce que je peux glisser une info? Glisse une info, vas-y. Alors, tu te souviens de Evan Bourne, le fameux high flyer, oui. Donc Matt Sydal, hein, dans le reste du circuit, Reborn Matt Sydal. Alors, il est actuellement en prison au Japon. Il s'est fait attraper pour possession de marijuana. Donc là, il va passer quelques semaines en prison. C'est pas l'annonce la plus réjouissante, hein, de tous les temps, mais bon, je voulais le mentionner rapidement. Voilà, donc au Japon, ils rigolent pas, hein, sur la possession de marijuana. Voilà, c'est pas un crime très grave, hein, on sera tous d'accord, mais bon, là, du coup, il est carrément en prison, et c'est un peu inquiétant pour sa carrière à la New Japan, où il était vraiment bien placé. Il avait un contrat encore sur 3 ans. On espère que ça va pas lui pourrir sa carrière, hein. Voilà, et qu'il vole dans le ring et pas seulement dans son canapé complètement défoncé.
High flyer. Hi. Donc voilà, oui, c'était la fin de ce Talking Catch, première édition. Bon, on tâtonne pour l'instant, hein, peut-être qu'on fera un peu plus de news prochain coup. On vous remercie énormément de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous écouter donc du coup sur PodCloud, sur iTunes et sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre une jolie note de 4 ou 5 étoiles sur iTunes, un petit commentaire ou même une mauvaise note, on s'en fout, mettez des notes. Et donc du coup sur YouTube, mettez des commentaires si vous posez des questions, on y répondra dans les podcasts des weekly, c'est-à-dire Catch Up Pro et Supplément SmackDown. Chaque semaine, nous vous offrons les meilleures analyses des médias catch français. Voilà, formidable. Ringside, merci d'être venu. Je t'en prie, merci à toi. Et on vous souhaite, comme à chaque podcast, une semaine pleine de catch. À toutes. Ciao ciao.